surprendre le délinquant en pleine action, le travail quotidien de la BAC civile. On est parti. Leur tenue, les vêtements personnels de tous les jours. Quartier Anvers à Paris. Depuis 2 heures, 5 badauds pas comme les autres observent la foule. Ce sont des policiers en civil. Celui qui marche, c'est Charlie, leur chef. Embusqué tout près de là, devant le magasin, Guy, le colosse de l'équipe. Quelques mètres plus loin, Christelle. En face, Franck le vétéran, et puis Guillaume, le faux touriste de service. Reliés entre eux par radio, les 5 policiers surveillent les tireurs, les pickpockets qui agissent ici au grand jour. Leur mot d'ordre, ne jamais intervenir tant que le voleur n'a pas réussi son coup. Ça sort. La tireuse, elle a une casquette blanche, elle a un 3/4 dans les tons marron. Elle est en train de travailler la femme en marron. Elle met la main dans la poche, là. Elle a laissé tomber un truc, elle vient de ramasser, là. Je me demande si elle n'a pas réussi. À mon avis, ça va être bon. Non, elle n'a toujours pas réussi parce qu'elle se remet au travail. Non, elle laisse tomber. Elle repart vers Martyr. Bon, à tous, c'est Christelle qui ira voir la victime. A priori, la pickpocket a échoué, mais Christelle préfère tout de même s'en assurer discrètement auprès de la cliente. C'est bien comme je pensais, hein, c'est négatif. Bon, elle s'arrête à nouveau hein, sur un autre stand. Elle repart. Elle rentre dans le magasin de sport. Bon, elle est à l'entrée côté gauche, hein, à l'entrée du magasin, sur la gauche. À l'intérieur du magasin, les clients se font rares, les sacs à main aussi. La pickpocket ne s'attarde pas. Elle ressort, elle ressort. Elle repart en direction de Martyr. Alors ça a bossé le sac à dos de la fille qui a un pull bariolé dans les tons bordeaux. Le sac à dos est ouvert, elle a mis la main à l'intérieur. Bon, elle continue à bosser. Elle essaye maintenant la fille avec le t-shirt rouge. Elle n'y arrive pas, elle s'est fait surprendre par la victime. Après ces 2 nouveaux échecs, la pickpocket poursuit son chemin comme si de rien n'était. Jette un dernier coup d'œil derrière elle, puis disparaît. Elle est rentrée à l'hôtel, le petit hôtel original. Elle est peut-être en train de fouiller les bureaux et trucs comme ça. Après quelques minutes, la femme est surprise par le patron de l'hôtel, qui tente alors de la chasser de son établissement. Elle a fait usage de sa bombe lacrymogène. Elle a gazé l'hôtel. En quittant les lieux, notre pickpocket s'est vengé. Pour l'interpeller, les policiers ont besoin d'une plainte de l'hôtelier. Vous êtes responsable de l'hôtel, monsieur? Oui. C'est vous? Vous venez d'avoir un différend avec une personne, non, à l'instant, là, qui a fait usage de gaz lacrymogène? Oui, ça, c'est pour ça. Moi, j'étais en bas, j'ai fait mon bricole. C'est du volet, c'est pour ça que moi, je l'ai foutu dehors. Bon, alors, ce qui concerne l'hôtel, hein, bon, le responsable, il dépose pas plainte. Hein. En l'absence de plainte, interpeller la pickpocket est inutile. Pour les policiers qui espèrent toujours un flagrant délit, les choses se compliquent. Car entre-temps, la femme a abandonné son activité et s'est tranquillement installée dans cette rue. Elle est là, dans l'entrée. J'ai mis mettre en montant. Parce qu'elle peut, non, elle peut repartir sur le haut. Franck décide d'aller jeter un coup d'œil sur place. À première vue, la pickpocket, sans doute une toxicomane, ne semble pas en grande forme. C'est une personne qui a l'air vraiment en état de manque. Je me demande si elle a encore la force de tenir debout. Là. Peu de chances qu'elle reprenne son activité dans l'immédiat. Il faut interrompre la filature. Elle aura duré 45 minutes et mobilisé 5 personnes. Qui sont donc ces policiers chargés de traquer des heures durant les délinquants qui sévissent en plein jour dans la capitale? Commissariat de la rue de Parme, lendemain matin. Pour Charlie et son équipe,
la journée de travail commence sous les toits, autour d'un café. Tous ici font partie de la brigade anticriminalité, la BAC civile du 9e arrondissement. 7 hommes et une femme qui ont choisi de quitter l'uniforme pour mieux surprendre les malfaiteurs en pleine action. Une technique simple mais efficace. En 15 ans d'existence, l'unité a déjà réalisé quelques 5000 flagrants délits. Nous avons Franck, qui a plus de 15 ans de bac, donc il connaît tout. Notre chevelu, Guigui, notre double maître, ça fait 4 ans qu'il était à bac. Christelle, très utile d'avoir une femme dans l'équipe. Quand on suit des pickpockets, ils nous emmènent dans les magasins. Au niveau de la lingerie pour femmes, une fille passera mieux que Christophe, par exemple. Vous avez une idée du nombre d'affaires que vous allez faire aujourd'hui? Aucune idée des affaires qu'on peut faire. Ça peut, une bonne journée, on peut faire 3-4 affaires dans la journée. Et il arrive d'une journée où on fait rien du tout. Hein. Personne nous demande de faire tant de bandits par mois, mais les gars qui sont là, c'est bon, des volontaires et ils aiment ça. Leurs instruments de travail, une arme de service et surtout la radio, aussi discrète que possible, elle sera leur seul lien une fois dans la rue. On est parti. Leur tenue, les vêtements personnels de tous les jours. Leur lieu de travail, l'ensemble du 9e arrondissement et ses environs. Un quartier de Paris dans la moyenne, ni pire ni meilleur qu'un autre. Les grands boulevards aux grands magasins, d'Opéra à Pigalle, ici 13 000 délits sont commis chaque année, essentiellement des vols. Appartements visités, voitures fracturées, portefeuilles dérobés. En journée, les malfaiteurs profitent souvent de la foule pour mieux passer inaperçus. Alors pour tenter de les repérer sans se faire voir, les hommes de Charlie appliquent exactement la même recette. Il n'y a pas de remède miracle, hein. C'est observer sans cesse, faire le badaud, attendre au niveau des arrêts de bus, peu importe, quoi, faire monsieur tout le monde. Ces trottoirs, cela fait des années qu'ils les parcourent de long en large, en jouant les badauds. La rue n'a plus de secret pour eux, ils y ont même leurs habitudes. Bonjour, merci. Ça fait à peu près 5 ans et demi que je passe là et tous les jours ils me donnent le même prospectus. Donc tous les jours, je remplis cette poubelle. Tous les jours, il y a ces centaines de visages anonymes qui défilent. Et puis il y a les autres, les clients réguliers que l'on a parfois la chance de croiser au coin de la rue. Comme cet homme. C'est un cambrioleur. Et il a un sac à dos marron en bandoulière. Ouais, reçu. Ça va descendre l'avenue de Clichy là. Hein. Son métier l'oblige lui aussi à marcher des heures durant. Guy et ses collègues ont déjà eu l'occasion de l'interpeller dans le passé. L'homme est-il au travail aujourd'hui? C'est ce que les policiers veulent savoir. La réponse ne va pas se faire attendre très longtemps. Bon, attention les gars, apparemment ça fait demi-tour, ça, il va revenir sur ses pas. Et Jeff, tu restes dans l'immeuble, comme ça tu pourras le reprendre derrière. Il fait chemin en sens inverse, hein. Alors je l'ai de dos, je peux pas trop me retourner. Bon, je vais rester un peu à l'écart de Guigui. J'y passe devant moi là, effectivement, il arrive au moment de l'ambulance. L'homme se dirige vers un premier immeuble. Bon, c'est bon alors, il a un pass PTT, et il vient de rentrer dans un Porsche. Pour entrer dans les immeubles munis de digicode, le cambrioleur se sert d'une clé spéciale réservée aux facteurs. Là, il s'est mis à travailler, là, il fait les Porsche là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils ressortent chargés, comme on dit, quoi. Bon à tous, ils viennent rentrer dans un garage qui est juste à côté. Un immeuble, puis un garage. Méthodique, l'homme semble décidé à visiter tous les bâtiments de la rue, les uns après les autres. S'il peut rentrer dans un appart, il ne va pas se gêner, il peut faire les caves, il peut faire tous les petits locaux qu'il y a, les locaux communs, pour essayer de trouver des vélos, n'importe quoi. Enfin, il travaille à l'occasion. 3 immeubles plus loin, notre cambrioleur a toujours les mains vides. On va pas prendre de risques. Il va arriver juste sur le carrefour. Ouais, affirmatif, ça remonte l'avenue. Nullement découragé, l'homme va poursuivre son activité dans une autre rue. Franck continue de l'observer à distance. Il remonte côté droit l'avenue, vers la fourche.
Il rentre dans une cour intérieure. 131 bis exactement. Le cambrioleur tarde à ressortir. Cette adresse risque fort d'être la bonne. Apparemment, il a bossé, il est chargé, hein, mais il faudra aller faire la vérif avant. Il a un blouson. Il a un blouson roulé sur l'avant-bras. Ça remonte même côté de trottoir. La grille, là. Ouais, ça prend le tube, les gars. Hein. Oh, ça prend le métro, là. Tandis que Guy se lance à la poursuite du voleur, Franck et Guillaume vont tenter de trouver d'où proviennent le ou les vêtements dérobés. L'interpellation a lieu sur le quai du métro. Le cambrioleur, à peine surpris, se laisse menotter sans broncher. L'habitude, sans doute. Pendant ce temps, Franck pense avoir trouvé la provenance du larcin. Y a quelqu'un? J'ai trouvé une fenêtre ouverte là. Je me demande si le blouson n'était pas posé justement sur la chaise. J'ai rien fait. Ah si, t'as rien fait, t'as volé un blouson. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, j'ai volé un blouson. Ça appartient à quelqu'un, ça, quand même. T'imagines le gars à qui ça appartient? Oh putain, ouais, le gars, il va mourir de faim, ouais. C'est pas ça qui va mourir de faim, mais lui, il a bossé et tout. Je m'en fous, je suis dégoûté, je m'en bats les couilles. Mettez-moi n'importe où. Mais attends, qui t'a parlé qui t'a parlé de ça? Regarde, de toute façon, j'en ai marre. L'objectif des policiers maintenant, c'est d'amener le cambrioleur à reconnaître le déroulement des faits. Légèrement la fenêtre, les blousons étaient posés sur la chaise. Tu as bien tendu le bras. Puis les deux blousons, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas... Hein. Difficile pour l'homme de nier l'évidence, il a été pris en flagrant délit. Et si le butin, l'équivalent de quelques centaines de francs, peut sembler bien modeste au regard du dispositif déployé, pour les policiers, ce travail est indispensable. Car en moyenne, seul un vol sur 7 est élucidé. Prendre un malfaiteur en flagrant délit est donc l'un des rares moyens de contenir ce type de délinquance. Il est bien évident que le flagrant délit, je dirais, c'est l'arme absolue. C'est ce qui permet aux magistrats de se fixer une idée la plus nette possible au départ, puisque les faits ont été constatés par des policiers sur le terrain. C'est un élément de preuve, je dirais, c'est la reine des preuves, entre guillemets. Le flagrant délit. Surprendre le délinquant en pleine action, le travail quotidien de la BAC civile. Mais identifier un malfaiteur au sein d'une foule n'est pas simple. Pour y parvenir, aucune formation, mais un sens de l'observation hors norme acquis au fil du temps. Des heures durant, Guillaume, Franck et les autres peuvent rester là, à observer, à chercher le petit détail qui cloche. Un travail dans lequel la chance n'occupe qu'une petite place. Chaque catégorie de délinquants a ses attitudes spécifiques, ces petits signes qui finissent toujours par le trahir et qu'il faut apprendre à reconnaître. C'est notamment le cas des pickpockets. Ça peut être le regard, la veste sur l'avant-bras, parce que bon, généralement le pickpocket s'en sert pour masquer un peu les faits et gestes. Bon, à ce moment-là, on observe un peu l'individu et bon, avec l'habitude aussi, il faut très peu de temps pour voir si c'est un tireur ou pas. Observer les attitudes et ne jamais se fier aux apparences. Elles sont souvent trompeuses. Sinon, comment imaginer que ces 4 adolescentes, à première vue si tranquilles, sont en fait des dévoreuses de portefeuilles, lancées aux trousses de touristes asiatiques. Pour masquer la main qui se glisse vers le sac à dos, ces jeunes femmes se servent d'un plan qu'elles déplient tout simplement. Échec et nouvelle tentative. Cette fois-ci, la main visible se dirige vers le sac. Sinon, comment croire que la bousculade provoquée par la jeune femme au blouson noir, aidée de 2 complices, est en fait destinée à faire main basse sur l'argent de ces autres touristes asiatiques? Échec et nouvelle tentative de la jeune femme quelques instants plus tard sur un couple, une main dissimulée sous un vêtement.
Sinon, comment penser que ces gavroches roumains, âgés tout au plus d'une douzaine d'années, vont bientôt se ruer sur tous les sacs à dos, à portée de main. Allant même jusqu'à accompagner certaines de leurs victimes dans le métro. Cette délinquance, seuls les hommes de la BAC civile ont vraiment l'œil pour la repérer. C'est ce qui les rend redoutables aux yeux des malfaiteurs. C'est aussi ce qui les différencie de leurs collègues en tenue. À plusieurs reprises, nous verrons d'ailleurs des pickpockets opérer à quelques mètres seulement de policiers en uniforme. Deux polices, deux mondes à part qui cultivent leurs différences jusque dans la rue, où chacun feint d'ignorer l'autre pour les besoins du travail. Mes collègues en tenue, là, derrière moi, ne sont pas censés de savoir si je suis en filature ou pas. Donc, ils vont pas prendre le risque de venir dans la rue me serrer la main, parce que si c'était le cas, bon, ça pourrait casser une affaire. Ce travail de l'ombre, qui permet de repérer la délinquance en action, fascine beaucoup de jeunes policiers en tenue. Laurent, lui, a décidé de franchir le pas et de rejoindre la BAC civile. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Derrière la porte, 4 responsables de l'unité l'attendent. Ils doivent déterminer s'ils possèdent bien le profil requis pour occuper cette place. Il faut en tout cas tout sauf un va-t-en-guerre. Moi, il me faut des gens qui soient calmes, pondérés, qui sachent gérer des situations qui ne sont pas toujours faciles sur la voie publique. Il ne faut pas que ça soit un tout fou qui parte n'importe où, sur n'importe quoi. Au niveau d'interpellation, il faut que ça soit carré, réglementé. Il faut également quelqu'un qui soit capable d'attendre le moment précis, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard, pour que le flagrant délit tienne aux yeux des magistrats. Laurent dispose maintenant d'1 heure pour convaincre les 4 hommes. Il bénéficie d'un a priori favorable. Bien. Alors, vous avez demandé à intégrer la BAC. Oui. Je vous en félicite. C'est bien, vous êtes patient. Vous avez fait une demande au mois de mai. Depuis, vous patientez tranquillement. Si nous, on a pensé à vous, c'est que parce qu'on est au courant que vous faites déjà un très bon travail dans votre brigade. La première question que je vous poserai... Ce que les 4 responsables de la BAC civile veulent avant tout sonder, c'est son degré de motivation et les raisons profondes qui le poussent à vouloir travailler en civil. Lutter contre la petite et moyenne délinquance, d'arriver à se fondre le plus rapidement possible dans la masse, de la foule. Mais oui, ça doit être très excitant de voir le mode opératoire du voleur en lui-même et d'arriver après par la suite à l'interpeller. Il faut être conscient qu'une fois qu'on est à la BAC, on n'y est pas pour toujours. Si le boulot ne se fait pas, au bout d'1 an, vous pouvez réintégrer votre brigade. Il y a des fonctionnaires, au bout de 3 mois, ils vont avoir le nez pour ça, mais il y en a, au bout de 6 mois, on voit qu'ils ne sont pas faits pour ça. Bien. Après 1 heure de discussion, Laurent est finalement admis dans l'unité, mais il sait qu'il devra faire ses preuves sur le terrain. C'est super, merci. Le lendemain, nous le verrons, Franck lui enseignera les rudiments de la profession. Mais pour l'heure, Franck a d'autres affaires en tête. Peut-être une affaire de raquette, rien de sûr pour l'instant. Guillaume, par radio, vient de demander à l'équipe tout entière de le rejoindre au plus vite près du lycée Jacques Decour, où il vient d'assister à un échange de coups. Il y a quelques instants, devant l'établissement, un élève a été frappé à plusieurs reprises par 3 autres garçons qui ont fouillé son sac et ses poches. Simple dispute entre camarades ou affaire de raquette, Guillaume décide de suivre les 4 adolescents. Il y a le gamin en question, là, il prenait des grandes tartes dans la figure. Ah bon? Ouais. Et là, il est avec celui qui est en train de les mettre. Alors. Le garçon qui a reçu les coups, c'est celui qui est en bleu, à gauche de l'image. Apparemment, le calme est revenu dans le groupe. Les adolescents se contentent d'avancer en discutant. Derrière, Franck et Guillaume observent toujours leurs faits et gestes à distance. Ça descend Rochechouart. Le groupe s'engage maintenant dans une succession de petites rues, en se retournant de temps à autre. Ouais, Charlie, Franck, si tu me reçois, bon, je descends un petit peu Rochechouart, il y a un truc qui a l'air pas clair quand même. La fébrilité des 4 adolescents intrigue les policiers.
Alors ils sont en descendant pétrel, là, tu sais, dans les... Finalement, le groupe interrompt sa promenade et s'installe sur les marches d'un immeuble. J'ai l'impression qu'il l'a emmené là, dans cette petite rue, pour être un peu plus au calme. Ou alors c'est une bande de copains, hein, mais je vois pas pourquoi, là, depuis tout à l'heure, il y en a un des deux qui arrête pas de se prendre des gifles. Quelques instants plus tard, le garçon frappé à la sortie du lycée fausse compagnie aux autres adolescents. Le gamin, il part en courant. Il est poursuivi. Les policiers l'interceptent Attention, emmène-le, emmène-le, emmène-le. et le placent hors du champ de vision des 3 autres garçons. Les 2 adolescents qui ont fait mine de poursuivre le lycéen n'ont semble-t-il rien vu et sont partis se rasseoir. Franck continue de les observer. Pourquoi il te fout des tartes comme ça? Regarde, t'as noyau beurre noir, qu'est-ce qui se passe? Non, il ne faut pas faire. Ça, c'est depuis longtemps. C'était un genre de foot, j'ai fait. Mais non, je vous jure, il n'y a rien. Mais si, je t'ai vu oui, là-bas. Là-bas, non, mais Là-bas, je t'ai vu te décaler parce que t'avais peur, t'es passé entre les voitures. Tu commences à remonter, à partir, il te course. Non, mais si t'embêtes vraiment, on y va, puis c'est fini, t'embêteront plus. Si tu réagis pas, ça va être comme ça. T'es leur tête du Turc là actuellement et ils vont te dépouiller. Hein. Ils font quoi tes parents? Ma mère, elle est gérante et mon père, il est directeur financier. Bah oui. Donc t'es le petit garçon, là, fils à papa, maman, c'est comme ça qu'ils le voient eux et puis ils arrêtent pas quoi. Pendant ce temps, Franck surveille toujours le reste du groupe. Des affaires de raquettes, il en a connu beaucoup et il sait combien il est difficile de les élucider. Alors, très souvent, les affaires de raquettes, la victime me dit non, je les connais bien, ils m'ont rien volé, toujours par peur des représailles. Entre-temps, le garçon a reconnu avoir reçu des coups. Mais selon lui, l'histoire n'a rien à voir avec une affaire de raquette. C'est juste aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui, normalement, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé aujourd'hui? Ils t'ont demandé quelque chose? Rien du tout. Parce qu'à un moment donné, il a essayé de te prendre quelque chose dans ton sac à dos. Qu'est-ce que tu avais dans ton sac à dos? L'élève évoque alors une histoire de gâteau rangé dans son sac et que les garçons auraient voulu récupérer. Je l'avais gardé dans son sac et je l'ai rendu. Parce qu'au début, il m'a tiré mon sac et il voulait me le prendre comme ça. Moi, je lui dis non, attends, je vais te le donner. Ouais. L'histoire ne convainc pas vraiment les policiers. Mais après tout, le lycéen dit peut-être vrai. Cela fait déjà un quart d'heure que dure la conversation. Après une dernière série de questions pour la forme, Franck et ses collègues décident de le laisser partir. Avant de s'en aller, le garçon vérifie tout de même l'adresse du commissariat. Dans la tête des policiers, le doute demeure. Voilà, j'ai un cocard parce que bah voilà, j'ai pris un coup de coude en jouant au foot. Là, les baffes, c'était pour jouer parce que je leur ai piqué leur gâteau. Enfin, je sais même plus ce qu'il nous a raconté. Mais bon, il y avait vraiment pas mal d'éléments qui laissaient sous-entendre que, bon, justement, il l'emmenait dans cette petite rue déserte pour le racketter. Quelques minutes plus tard, le reste du groupe remonte à son tour. C'est un berger, ça. Les policiers, toujours en proie au doute, continuent de les observer du coin de l'œil. Ma foi, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Franck décide finalement de les contrôler. Viens voir mon grand là, avec ton chien là, approche. Les papiers les gars. Tiens, tu remets la muselière à ton chien. Si tu l'aimes, vaut mieux. Un chien non muselé et un canif retrouvé dans une poche. Pas de quoi justifier une interpellation. D'une façon générale, les affaires de mineurs ne sont pas les plus faciles à traiter. Et le problème, c'est que des jeunes délinquants, ces policiers, en rencontrent désormais à chaque coin de rue. Non loin de là, d'autres adolescents, roumains ceux-là, se promènent. Guy et ses collègues décident de les suivre. Connu pour des affaires de vol dans les grands magasins, le groupe semble cette fois-ci s'intéresser de très près aux horodateurs. Ces grosses tirelires que l'on vide d'un coup de tournevis. La suite des événements va le confirmer. L'autre en bleu, là, il s'est arrêté sur un horodateur. Les horodateurs, la hantise des policiers. On voit pas bien, hein, mais non, c'est bon, il est en train d'essayer de forcer le mécanisme. Un coup de tournevis et c'est la monnaie qui tombe. Depuis des mois, le même rituel dans les rues de Paris. Ouais, on va pouvoir se rapprocher et on va leur laisser
le temps de respirer, puis on va les interpeller. Ouais, reçu. Ouais. Un délit que la justice peine à sanctionner, mais qu'il faut bien réprimer pour la forme. Alors depuis des mois, Franck et ses collègues courent après ces groupes qui se séparent à la première alerte. Alors moi je m'engage derrière les filles, hein, rue de la Victoire. Ah, c'est parti. Madame, bonjour. Bonjour, c'est la police. La police, oui. Tournevis. Ce genre d'interpellation fait désormais partie de la routine. Bon, tu le changes. À chaque fois, les mêmes visages. À chaque fois, la même technique chez les mineurs interpellés, nier l'évidence. Vous ne les connaissez pas, ces personnes-là? Non, ça fait une demi-heure qu'on vous suit. Vous êtes en train de discuter entre vous, là. Mais non, ils m'ont demandé un cigarette. Bien sûr. Ils m'ont demandé, je suis... Non, il n'y a pas de problème. À chaque fois aussi, un butin dérisoire. Voilà. D'accord. Non, ils sont pas avec moi. Et peu à peu, la lassitude gagne les policiers face à des mineurs qui se choisissent une activité différente selon les jours. Elles ont été interpellées les jours derniers pour un vol étalage, mais ça aurait pu être de la tire. Et puis aujourd'hui, ça a été zéro-dateur pour varier les plaisirs. Franck et ses collègues passent désormais le plus clair de leur temps à courir derrière ces mineurs. Des enfants souvent contraints par des adultes sans scrupules à commettre toutes sortes de petits larcins. La dernière technique à la mode, des scooters lancés à vive allure et avec lesquels les adolescents pratiquent le vol à l'arraché. Des scooters qu'il faut poursuivre le plus souvent à pied. Feu rouge grillé, trottoir pris à toute vitesse, difficile de les rattraper. Et lorsqu'ils se font coincer, les mineurs savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Pilleurs de rodateurs, voleurs à l'étalage, pickpocket. En général, ces enfants sont relâchés dans les heures qui suivent l'interpellation. Une réalité qui a des conséquences directes sur le travail que Guillaume et ses collègues réalisent sur le terrain. C'est des voleurs qui sont de plus en plus jeunes et je pense qu'on n'a pas forcément été très préparés à voir des jeunes de 10, 11, 12 ans commettre des délits, ce qui fait qu'on les retrouve très souvent sur le même quartier. À force d'avoir toujours affaire aux mêmes délinquants, difficile de passer inaperçu. Regardez bien ce garçon qui sort du métro. Guillaume l'a déjà interpellé à plusieurs reprises. En passant près du policier, il prononce quelques mots que nous avons du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il vous a dit là à l'instant? Je t'ai cramé, en clair, je t'ai reconnu. Inutile de me suivre aujourd'hui. La provocation va parfois plus loin. Il arrive que des mineurs viennent carrément se vanter de leurs exploits auprès des policiers. Comme ce pickpocket âgé de 16 ans, de retour dans le quartier après une longue absence. Interpellé à 3 reprises dans le passé, il ignore que notre caméra enregistre ses propos. Combien tu te faisais à peu près à l'époque? 4 000, 3 500 Par jour? Mais putain, mais qu'est-ce que tu faisais avec tout ce pognon là? J'ai acheté une villa maintenant qui m'attend. Ah, t'as acheté la villa? Presque. Ah là. Fais attention à toi. C'est Dieu qui fait attention à nous. Ouais, t'as raison. C'est pas marrant, Le pickpocket aperçoit alors notre caméra. Après quelques minutes de discussion, il accepte de nous parler. Il va même nous montrer sa technique de travail. Celle du plan de Paris qu'il déploie pour masquer sa main lorsqu'il fouille un sac. La présence des policiers ne semble guère l'embarrasser dans ses explications. C'est quoi un bon client? C'est un touriste étranger? Non, pas forcément. Ça peut être un arabe, ça peut être un noir, ça peut être un américain, ça peut être... Les japonais, c'est une bonne cible. Mais c'est pas mon truc. Quand tu seras majeur, tu pourras faire la même chose ou pas? Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué après, il y a plus de charge de pression. Il y a plus de risques au niveau de... Après, il te ressort tout ce que tu as fait pendant que tu étais mineur, ça risque de tomber gros pour un but minable. Là, aujourd'hui, tu travailles? Non, pas forcément. Je suis passager. En fait, le jeune pickpocket est bien au travail aujourd'hui. Mais dans le métro. C'est très bien, là, pour l'instant, on n'a rien à lui reprocher. Ça sert à rien de se prendre la tête avec lui, ça apportera rien de plus. Et puis peut-être que demain, à cet endroit-là, c'est lui qui aura les menottes au poignet.
c'est règle du jeu, quoi. Lendemain matin, devant le commissariat de la rue de Parme. Laurent, la nouvelle recrue, entame sa première journée en civil, aux côtés de ses collègues de la BAC. Pour lui, fini l'uniforme, voici sa nouvelle tenue de travail. Une tenue civile avec un jean, une chemise et un blouson par-dessus pour qu'on soit à l'aise dans notre travail, quoi. 2 heures durant, Franck, le vétéran du groupe, va lui enseigner quelques rudiments du métier. Il faut être très patient. Au départ, malheureusement, on se fait allumer, on perd des filatures. Ce sont des choses qui arrivent. En un mot, ça s'appelle l'apprentissage. Et même si on rencontre ici, là, juste au coin de la rue, un gars qui est en train de forcer une portière de voiture, il faut que tu gardes l'attitude que tu as là. C'est-à-dire que tu ne l'as pas vu, tu continues. Nous, de notre côté, on essaye de détecter chez les gens qu'on croise le moindre signe qui va nous laisser sous-entendre que lui, c'est un pickpocket, lui, c'est un roulotier. Et la personne que tu auras en face de toi, elle va faire pareil. Alors, observation, discrétion et surtout sécurité. Car suivre en permanence des délinquants comporte des risques. Quand l'individu a commis son délit, tu verras par toi-même, il sera extrêmement chaud. Alors, ce qu'on appelle chaud, ça veut dire il n'arrêtera pas de se retourner, il va être très nerveux. Donc les 3/4 du temps, on va attendre que la pression redescende et c'est nous qui allons choisir le moment de l'interpellation et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on continue la filature, on va se rapprocher et l'ensemble des collègues, on se positionnera pour intervenir en force et en toute sécurité. C'est de ne pas intervenir tout seul sur... Agir groupé et penser qu'à tout instant dans la rue, le danger peut venir de partout et prendre n'importe quelle forme. Il y a des battes de baseball de sortie là. Il y a un instant, dans un bar du quartier, l'homme que l'on voit ici s'enfuir a voulu frapper sa compagne. Un employé a tenté de s'interposer. Il a reçu un violent coup de poing au visage. C'est quoi le problème? Je suis là au bar. Il s'engueule avec sa gonzesse, mais c'est bon. L'autre m'a pas gueule. C'est barré là? Oui, c'est lui, le preneur, le noir. Avec sa gonzesse là-bas. Le barman a tenté de répliquer à l'aide de cette batte de baseball. Allez, l'arrêtez. Mais attendez monsieur, je veux bien l'arrêter, mais je veux savoir si le monsieur dépose plainte ou pas. Je pose plainte. Voilà, mais vous restez là dans ce cas-là. On va vous conduire à l'hôpital. On est d'accord? Arrêtez-le. 2 minutes. Brochard de Star au trottoir de droite. Et la nette, c'est celle qui est un sac à main là. Bon, faut faire gaffe, il est chaud le mec. Je vous propose 2 minutes là, de le laisser un peu souffler. Là. Ouais. Là, tu as la bouche en sang. Courez pas les gars, en douceur. Tout en marchant, l'homme continue de menacer sa compagne. Je le passe. Soudain, se sentant suivi, il saisit un pot de fleurs dans la rue. Les policiers ne lui laisseront pas le temps de s'en servir. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, c'est la police. Calmez-vous. La main dans le dos. La jeune femme, terrorisée par son compagnon, est emmenée à l'écart. J'ai rien fait, c'était pour rien, quoi. L'homme ne semble pas dans un état normal. Avant de l'emmener vers le commissariat, Guy va le laisser se calmer tout en tentant de reconstituer le fil des événements. Elle m'a dit, elle veut téléphoner à sa mère. Je lui ai dit, pas quoi. Pour dire qu'on s'est disputé, j'ai dit non. Je veux pas que tu téléphones à ta mère. Je lui ai dit, viens. Elle a dit non, elle veut téléphoner à sa mère. L'autre, l'arabe, s'est mis entre nous. Alors je lui ai dit de sortir, il n'a pas voulu.
Tu l'as mis vraiment, tu l'as mis encore, ouais. Il m'a poussé, c'est là que j'ai foutu le coup de poing. J'ai perdu ma bague, mon bracelet s'est retiré et j'en ma poche. Il t'a poussé avant que tu lui mettes C'est pour ça que j'ai mis un point, parce que c'est ma copine. Moi, c'était à peu près 1 heure, j'étais dans le parc, il était en train de m'agresser. Il n'y avait personne qui a approché, il n'y avait personne qui a pris ma défense. C'est pour ça que je suis rentrée dans le bar. Tous les mecs dans le bar, ils sont venus me frapper. Et là, ma copine a commencé à dire, arrêtez, laissez-le et tout. Hein? Voilà ce qui s'est passé. Donc t'as pris des coups devant le bar? J'ai pris des coups, mais j'ai l'habitude de me prendre des coups. Ah non, vraiment, c'est pas de nourriture. Il est très jaloux. Et donc ça faisait déjà longtemps qu'il m'agresse comme ça. Donc c'était pas la première fois. Ma copine, depuis qu'on s'est ensemble, je l'ai frappée 2 fois. Ça fait 1 an qu'on s'est ensemble. La première fois, j'ai mordu au visage parce qu'elle m'a rendu jaloux. Et une fois, je l'ai frappé pour un. C'est votre petit copain, quoi. Oui, c'est bah, ça. il faut changer alors. Hein. Parce que vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas mariés, ça commence mal là. Hein. Je me prostitue depuis l'âge de 16 ans. Ok? Ouais. Toi, tu travailles, tu es dans la police, c'est bien, tu as ton appart. Moi, je reste 4-5 jours sans bouffer. J'ai peur de voler, j'y arrive pas. Mais t'es jeune, tu m'as l'air plein de force. Alors tu sais ce que tu fais, bah, tu fais comme moi, tu bosses. Avant de partir, l'homme formule une dernière demande. Allez, attends, il veut faire une bise à sa copine. C'est un fou, lui. C'est un fou. La jeune femme semble avoir déjà tout pardonné à son compagnon. Qui c'est qui était sur le... Notre quotidien, c'est la rue, donc à tout moment, il peut se passer un truc devant nous. Bon, comme là, on se doit plus que d'intervenir, hein, parce que ça peut se terminer en bagarre. Vous avez vu, il y a eu des battes de baseball de sortie, des tournevis. Bon, on ne sait pas comment ça peut dégénérer, quoi. Étrange monde de l'ombre, où des scènes plus surréalistes les unes que les autres se jouent quotidiennement. Un univers souterrain que l'on croise tous les jours sans jamais le voir, dans lequel des policiers caméléons traquent des délinquants invisibles. Un monde peuplé de malfaiteurs confirmés et besogneux, qui vont au travail comme d'autres partent au bureau. Un monde aussi peuplé d'enfants, de gosses qui ont depuis longtemps choisi leur camp, au jeu, des gendarmes et des voleurs.